18 h. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de belles rencontres sur le plateau d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 17 avril et voici le sommaire de ce soir. Plus de 1600 emplois sauvegardés ou créés depuis la création du réseau Entreprend de Haute-Savoie en 2005, un réseau de chefs d'entreprise bénévoles mobilisés au service de jeunes entrepreneurs. On en parle avec le président et un accompagnateur dans quelques minutes. Comme chaque mois, j'accueille la SPA, celle de Savoie ce soir. 2 bénévoles me rejoindront sur ce plateau avec Lola et certains de ces petits, ils cherchent un foyer, on compte sur vous. Et puis amoureux du Salève, chef d'entreprise, féru d'histoire, d'anecdotes, je reçois Claude Giraud pour nous parler de son ouvrage Enfants du Salève dans cette émission. Et à 18h30, comme chaque soir, c'est bien sûr le JT. Et c'est Seb ce soir qui est aux commandes du JT. On est dans un JT tournant en ce moment. Voilà, on essaie de perturber un peu nos téléspectateurs. C'est ça, l'effet de surprise. Même nous, on ne sait pas trop. Et on va commencer avec le rendez-vous de fin de saison. L'événement incontournable de cette fin de saison de sport d'hiver, le 69e challenge des moniteurs qui se tient du côté de Valseny-en-Maurienne. C'est l'occasion un peu pour les poules rouges de se défier sur des compétitions, aussi de faire la fête pour décompresser après une longue et harassante saison. Clémence Roualdès et Inès Guillaumeau étaient ce mercredi matin sur place pour nous faire vivre ce challenge. Elles ont même fait un petit live sur Facebook. Tout à fait. Et puis un orchestre atypique ensuite. Oui, l'orchestre Tétralyre, basé à Bassin, près de Chambéry en Savoie. C'est un orchestre qui est composé uniquement de musiciens en situation de handicap mental. C'est une association qui gère cet orchestre et Victoria Lopez a pu faire la rencontre, a pu participer à une des répétitions, un reportage très émouvant. Et puis la directrice musicale sera sur ce canapé demain. On passe à la revue de presse, Sab, et on commence avec un fait divers un peu atypique. Ouais, même glauque. Même glauque. Glauque, voire sordide. Ça s'est passé la semaine dernière du côté de Novelle à Annecy. Un homme de 43 ans a été interpellé après avoir voulu couper les doigts de son épouse. En cause, le vernis de madame, qui ne lui a pas plu. Il a d'abord jeté un flacon de parfum à son visage, il l'a blessé à l'œil gauche, puis il s'est emparé d'une machette et a menacé de lui couper les doigts, tout simplement. Finalement, il a attrapé les mains de sa compagne et a gratté son vernis à la lame de son couteau de 45 cm. Donc il a finalement été interpellé. Il faut savoir qu'il était connu des services de police. Il a été interpellé avec un taux d'alcoolémie de 2,76 grammes. Je te donne un ordre d'idée pour te rendre compte que c'est haut. Donc cet homme a été placé en garde à vue. Il doit prochainement être jugé en comparution immédiate. Sa compagne, forcément, a porté plainte. Et puis on va parler patrimoine, un peu plus positif. Alors que Notre-Dame de Paris pense ses plaies, l'abbaye de Hautecombe, elle, en Savoie, fait l'objet d'un programme européen de rénovation franco-italien. C'est ce qu'on appelle les programmes Alcotra. 4 des 8 statues de l'édifice viennent d'être remises en place. Ces statues ce sont des reproductions à l'identique, car les statues originales étaient trop abîmées. Cette restauration a coûté en tout 3 millions d'euros pour des travaux qui ont duré 20 mois. La dernière restauration datait de 1830 et certains éléments de l'abbaye n'avaient pas bougé depuis le XVe siècle. Je rappelle que cette abbaye, l'abbaye de Hautecombe en Savoie, a été construite au XIIe siècle et elle abrite les sépultures d'une quarantaine de comtes et ducs de Savoie. C'est aujourd'hui le monument le plus visité du département de la Savoie avec 100 000 visiteurs par an. Tu as choisi de nous parler du CERN. Oui, le CERN qui porte un grand projet. L'organisation va édifier, on le voit là, c'est un dossier de Éco-Savoie-Mont-Blanc, un portail de la science. Donc ce sera à la fois un musée, à la fois un centre de médiation scientifique. L'architecte en charge du projet, Renzo Piano, parle de petite ville qui volera au-dessus d'une forêt, puisqu'en fait ce futur portail sera situé juste au-dessus de la route qui sépare la frontière entre Genève et le Pays de Gex. L'objectif pour le CERN, c'est de se doter d'une vitrine pour montrer ce qu'il se passe à plus de 100 mètres sous terre, donc qui n'est pas forcément très visible pour les visiteurs. Les travaux doivent débuter en 2020 pour une mise en service en 2022. Coût du chantier, 70 millions d'euros, intégralement financé par des mécènes privés. Donc voilà, toutes les infos sont dans cet article d'Éco-Savoie-Mont-Blanc. Puis de très très belles images. De très belles images. Je ne sais pas si tu connais le travail de Christophe Suarez. Il poste souvent des photos sur ses réseaux sociaux. C'est un photographe qui s'est spécialisé dans les photos de météo et plus globalement d'environnement. Ces images d'orage notamment sont assez impressionnantes à chaque fois et elles sont souvent en fait dans le coin. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Et là, il nous propose un film qui a été réalisé avec le vidéaste monteur Mathieu Brochier. Je vais le citer pendant qu'on voit quelques images
la publication Facebook. Il a passé des nuits, des week-ends entiers sur le terrain à peaufiner cette technique de prise de vue. Au fil des mois, ce travail représente une trentaine d'heures de prise de vue, c'est-à-dire plus d'une centaine d'heures au-dessus des nuages, auxquels il faut ajouter l'attente de conditions météo propices, voire les aléas de ma vie personnelle. Puis il faut traiter les images à la maison. Pour un rush de quelques secondes, l'ordinateur travaille des heures, des nuits entières. Et voilà. Donc on a dû sélectionner un tout petit extrait, mais le film est vraiment épatant. Donc c'est à voir en intégralité sur la page Facebook de Christophe Suarez. Merci beaucoup, Fanette. Seb. On te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. On passe à l'actu du jour avec le réseau Entreprendre Haute-Savoie. Bonsoir messieurs, je vous en prie. Bonsoir. Gilles Mollard et Yann Puchéa, vous êtes respectivement président et accompagnateur de ce réseau de chefs d'entreprise bénévoles. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors en quoi consiste ce réseau qui appartient à un réseau national, voire international, au niveau, en tout cas, de la Haute-Savoie? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Donc le réseau Entreprendre, nous sommes présents sur le territoire depuis 2005, c'est-à-dire depuis 14 ans. Et notre réseau, donc notre mission, c'est d'accompagner les jeunes chefs d'entreprise qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, soit en création d'entreprise, soit en reprise ou soit en développement d'entreprise. Donc notre caractéristique et notre ADN, si je puis dire, c'est en fait la valeur ajoutée dans l'accompagnement qu'on va apporter pendant la durée du projet, c'est-à-dire avant le projet et pendant les 3 premières années de la reprise de l'entreprise. Et puis, on parle bien de chefs d'entreprise bénévoles, donc au service des plus jeunes, en tout cas des entrepreneurs en devenir. Ce rôle, cet aspect bénévolat, il est essentiel dans le réseau. Vous êtes accompagnateur depuis 2016, je crois. Oui, absolument. En fait, j'ai eu la chance d'être lauréat en 2012. Et c'est un accompagnement qui m'a été très bénéfique, qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai eu la chance d'avoir avec moi des accompagnateurs qui étaient bénévoles. Et il me semblait normal aujourd'hui m'impliquer pour pouvoir transmettre un petit peu ce dont j'avais bénéficié. Absolument. Ça change quelque chose, justement, cet aspect bénévole dans le rapport qu'il peut y avoir entre les apprenants et les élèves? D'abord, c'est un rapport qui est désintéressé d'un point de vue financier, donc vous n'avez pas tout à fait la même approche que lorsque vous mettez de l'argent dans l'entreprise. Donc effectivement, c'est un rapport qui est intéressé et ce sont quand même des chefs d'entreprise qui mettent à disposition des jeunes créateurs leur expérience. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc en fait, c'est un effet miroir que l'on offre aux chefs d'entreprise. C'est une discussion entre pairs. Donc c'est la vraie valeur ajoutée. Et l'on sait que les statistiques le montrent que ça fait partie des clés de succès des reprises et des créations d'entreprises, puisque leur taux de pérennité est meilleur quand les entreprises sont accompagnées. Là, la promotion 2018 a reçu ces prix. C'était il y a quelques jours. Comment ils sont sélectionnés? Parce que vous recevez pas mal de dossiers. Donc je suppose qu'il y a un gros travail de sélection. Oui, alors quelques chiffres. Donc cette année, nous avons 25 entreprises, ce qui fait une trentaine de créateurs, puisqu'il y a souvent des entreprises où les gens font en binôme. C'est l'exemple de Yann qui est à côté de moi. Et pour ça, donc, on a vu plus de 150 dossiers. Et on voit des dossiers et à partir de là, on sélectionne, parce qu'il y a des dossiers où on estime, et en tout cas, on ne veut pas... on va demander au créateur qui a un projet, peut-être de retravailler son projet avant de revenir nous voir, parce qu'on estime que son projet n'est pas assez mûrement réfléchi. Vous, en tant que lauréat, c'était en 2012. Oui. Vous êtes restaurateur, on ne l'a pas dit, vous avez un restaurant qui s'appelle l'Atelier des 4 Gourmets à Annecy-le-Vieux. 3 restaurants. 3 restaurants, pardon, oui, parce qu'il y en a aussi pas très loin d'ailleurs, le MAP et le 3e. Le deuxième MAP qui est au Parc des Glaisins, et puis prochainement, 3e MAP à Sénon. Donc c'est un lauréat, vous avez bien sélectionné. Non, mais en fait, c'est intéressant, même si tous les projets sont beaux, mais c'est un projet, en tout cas, qu'on a accompagné dans sa création au départ et ensuite dans son développement. Mais c'est à lui d'en parler. Qu'est-ce que vous n'auriez pas pu faire, ou en tout cas qui aurait été plus difficile sans ce coup de pouce-là? Au départ, le réseau Entreprendre, nous, on y est allé parce qu'effectivement, on cherchait des financements et ce qui nous a attiré, c'était le prêt d'honneur. Et au final, le plus important, ce n'était pas le prêt d'honneur, c'était tout l'accompagnement qu'on a pu avoir derrière. On a eu la chance
avec le réseau Entreprendre, ce qui nous a été apporté, c'est surtout une prise de recul en tant qu'entrepreneur, parce que souvent, quand on lance notre activité, on a des tas de métiers. On a déjà notre premier métier. En l'occurrence, nous, c'était notre métier de restaurateur. Mais il fallait qu'on soit en même temps responsable des achats, responsable du personnel, comptable, communicant. Enfin, tout ça était un peu compliqué. Les journées sont très longues. Et puis, parfois, on a vraiment la tête dans le guidon et on a un peu de mal à ressortir un petit peu de tout ça et avoir un petit peu de lucidité. Et l'accompagnement du réseau Entreprendre a été essentiel sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est un accompagnement qui nous permet d'avoir un effet miroir avec la personne qu'on a en face et qui nous aide vraiment à avancer un peu plus facilement. Si je puis compléter, d'ailleurs, nous formons nos membres à l'accompagnement. Les formateurs, vous formez les formateurs. On les forme aux formateurs parce que c'est une autre posture que d'être chef d'entreprise et donc on les forme et on leur donne également quelques outils pour cela. Vous les trouvez facilement, ces chefs d'entreprise bénévoles? Parce que vous l'avez dit, quand on est chef d'entreprise, on est déjà bien occupé. Écoutez, les bonnes volontés sont nombreuses? On a réussi à fédérer 160 entreprises, 160 chefs d'entreprise sur le territoire. Je dirais, oui, dès qu'ils y ont goûté, c'est facile. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui voudraient nous rejoindre parce que plus on a de projets, plus on a besoin d'accompagnement. Mais une fois qu'on y a goûté, les chefs d'entreprise aussi en retirent aussi quelque chose. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, aujourd'hui? Moi, ça m'apporte grosso modo la même chose que quand j'étais accompagné. C'est-à-dire, je bénéficie de cet effet miroir. C'est-à-dire que la personne que j'accompagne aujourd'hui va avoir des problématiques qui finalement sont mes problématiques. Et des fois, après mon rendez-vous d'accompagnement, je rentre chez moi et je me dis, mais finalement, j'ai les mêmes problématiques. Et j'ai réussi à lui apporter une prise de recul, mais par contre, que je n'ai pas forcément moi. Et ça me permet de réfléchir de cette manière et d'avoir une vision un peu différente sur mon activité. Comment est la dynamique, là, puisque ça dure depuis 2005, là, comment vous sentez la dynamique sur le département en termes de création d'entreprises, création d'emplois? Alors nous, c'est un réseau qui est relativement jeune, puisqu'on était sur Annecy. Ensuite, nous avons ouvert une antenne à Cluses pour rayonner plus sur la vallée de l'Arve. Et en tout cas, 2018 et 2019, on sent une vraie dynamique à la fois sur la reprise et la création. Beaucoup de création dans les services à la personne, mais on sent quand même un dynamisme, c'est le dynamisme de notre département. Vous avez votre assemblée générale le 18 juin à partir de 18h à la salle des eaux et forêts d'Annecy. Et donc vous l'avez déjà dit, mais on le redit, s'il y a des chefs d'entreprise qui veulent franchir le pas, il ne faut pas hésiter. C'est une excellente occasion de venir nous rencontrer et de nous rejoindre. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler du réseau. Merci. Merci. On va switcher un petit peu l'ordre des choses. Je reçois maintenant Claude Giroux qui va nous parler de son ouvrage Enfants du Salève. Bonsoir. Alors, j'ai essayé de vous résumer en quelques phrases pour vous présenter. Claude Giroux, c'est compliqué. Donc, Savoyard impliqué, ça c'est sûr. Vous êtes le dernier directeur des fromageries Giroux, ancien vice-président de la CCI de Haute-Savoie, montagnard amoureux du Salève, on va en parler, amoureux d'histoire aussi. Vous avez aussi restauré la chartreuse de Pommier. Comment on vous résume en quelques mots? Eh bien, justement, c'est le titre de mon livre, Enfants du Salève. Si vous voulez, parce que je suis vraiment un enfant du Salève, parce que mes racines sont au pied du Salève. Hein. Le Salève est une petite montagne à dimension humaine, sympathique, très agréable, et qui va bien pour se ressourcer dans la nature. Il y a beaucoup de sentiers pour aller se promener à gauche, à droite. C'est très bien faire beaucoup de sport, du VTT, du parapente, et puis bien sûr aussi l'alpinisme. N'oublions pas que le mot Varap vient du Salève. Hein, vous avez une grande paroi qui domine Bosset et Collonges, qui s'appelle les Grandes Varapes, qui a donné son nom au mot Varapé. Et d'ailleurs, vous avez contribué à l'aménagement du Salève, si je puis dire, puisque vous avez travaillé sur aménager des sentiers, équiper une via ferrata. Oui. Donc, vous l'avez pas non plus, vous l'avez pas seulement savouré ce Salève, vous l'avez aussi travaillé. Oui, j'ai participé activement, puisque
disons, le domaine de la Chartreuse comprend entre autres 100 hectares de forêt, dans lesquels il y a 3 sentiers et 3 via ferrata. Et c'est au pied de ce Salève qu'il y a ce petit village de Beaumont, d'où est originaire ma famille, et où se situait mon arrière-grand-père, auquel ma famille doit beaucoup, l'arrière-grand-père, car c'est lui qui a racheté la Chartreuse de Pommiers, qui était en ruine complètement. Et c'est lui aussi qui a lancé l'affaire familiale, les fromageries Giraud, en 1881. Alors, si vous voulez, la Chartreuse de Pommiers, oui, voilà. Alors, la Chartreuse de Pommiers, donc, c'est un bâtiment très ancien. Hein. On va fêter l'année prochaine les 850 ans de la Chartreuse de Pommiers. Vous voyez, on est même un petit peu avant, je crois, Notre-Dame de Paris, dont on parle beaucoup actuellement, hélas. Et donc, l'histoire de la Chartreuse de Pommiers, on peut dire qu'elle se situe avec 4 périodes. La première période, c'est 600 ans de prière avec les Chartreux, de 1170 jusqu'au moment de la Révolution, où les Chartreux ont été chassés. Ensuite, 100 ans d'abandon, où là, c'était un véritable village avec une église, 3 chapelles, les 12 cellules des Chartreux. Et donc tout cela a pratiquement disparu parce que les gens, durant ces 100 années, les gens venaient pour prendre des pierres et ensuite faire leur maison en bas au chable. C'était beaucoup plus simple que de tailler les pierres, vous comprenez. Et donc, il ne restait plus grand-chose, sauf le bâtiment principal que mon arrière-grand-père a racheté en 1894. Et il a mis 8 ans pour sauver ce bâtiment de la ruine. Et il en a fait un hôtel-restaurant qu'il appelait l'abbaye de Pommiers, qui a exercé pendant une centaine d'années à peu près. Ensuite, notre dernier locataire, parce qu'on louait les murs simplement, notre dernier locataire a arrêté l'exploitation et la Chartreuse est restée fermée. C'était l'abbaye à l'époque. Elle est restée fermée 10 ans. Et donc, nous avons fait une rénovation très importante à partir de l'an 2000 à peu près, pour une ouverture en 1999 pour en 2000. Et on a pris la décision, on a choisi comme orientation l'événementiel, c'est-à-dire un endroit pour tenir compte du fait que c'était un lieu de prière et de méditation, un endroit de réception pour les séminaires et tout, et qui marche très bien. Et ça, c'est un chantier qui vous a d'ailleurs bien occupé. Si vous n'aviez pas suffisamment de choses à faire, oui. Voilà, ça vous a bien occupé. Dans ce livre, on va trouver tout ce parcours-là. Il est réparti en plusieurs parties. Donc, il y a le Salève, il y a la Chartreuse de Pommiers, le chemin de Compostelle, les fromageries et les produits du terroir. Pourquoi c'était important de transmettre, de partager toute cette histoire-là, tout ce parcours-là? On trouve des rencontres professionnelles, des anecdotes familiales, des infos très pédagogiques, très pratiques aussi dans le livre. Pourquoi c'était important de rassembler tout ça dans cet ouvrage-là? Oui, alors j'ai voulu laisser un témoignage, si vous voulez, d'une activité professionnelle pour la famille, pour les enfants et nos petits-enfants. Et puis aussi pour les gens du pays, parce que c'est important. Parce que je me suis impliqué, bien sûr, dans la vie professionnelle avec les fromageries Giraud, qui était quand même le numéro 1 dans notre profession, et également à la Chambre de commerce, dont j'ai fait partie pendant 6 ans. J'étais vice-président de la Chambre de commerce Industrie, bien sûr. Et également, je me suis pas mal investi dans le monde de ma profession. J'ai eu la chance de faire partie de l'INAO, l'Institut des appellations d'origine contrôlée. Donc c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de choses sur les différents fromages, etc. Et voilà, exactement. Et c'était vraiment la partie la plus passionnante de ma vie professionnelle, parce que j'ai été dans toute la France, et là j'ai découvert la France profonde. Je me suis occupé de pas mal de fromages qui demandaient une AOC. Le Bruccio, par exemple, le fromage de Valençay, celui de Rocamadour, qui ont eu l'AOC. Depuis qu'ils ont eu l'AOC, là, c'est parti en flèche, ça marche très bien. Et voilà. Et donc, je me suis impliqué un peu dans cette vie économique, mais aussi dans cette vie économique de la Haute-Savoie. Vous n'avez jamais voulu partir, c'est-à-dire que vous êtes vraiment un enfant, un amoureux du territoire du Salève. Oui, j'aime bien le Salève, puis j'aime bien la Haute-Savoie. Ayant été à la Chambre de commerce, j'ai pu voir toutes ces entreprises extrêmement dynamiques. C'est passionnant. Hein? Et on a trop tendance actuellement à penser que la Haute-Savoie est une région prospère et tout. Mais si on fait un saut de 200 ou 300 ans en arrière, la Haute-Savoie était un pays pauvre,
dont les enfants devaient s'expatrier pour gagner leur vie. C'était un endroit difficile d'accès, qui avait des montagnes où on n'osait pas se promener parce qu'elles étaient peuplées de génies malfaisants. Hein. Et en l'espace de 200 ou 300 ans, tout a changé. Une économie dynamique, avec beaucoup d'entreprises, par exemple la vallée de l'Arve, qui est la première concentration mondiale de machines-outils. Hein. Sur le plan du tourisme, on est dans la cour des Grands avec la Côte d'Azur. Hein. Il y a eu un changement radical. Et la qualité de la vie, j'en parle pas, avec nos montagnes, les sports d'hiver, les sports d'été, etc. Vous prêchez une convaincue. Merci beaucoup. Je sais que vous vouliez parler aussi des chemins de Compostelle, mais le temps tourne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vous inviter à découvrir cet ouvrage qui est donc en vente chez les marchands journaux de la région au prix de 19 €. Vous pouvez aussi le commander sur la Salévienne. Voilà, toutes les infos. Voilà, super, merci. Sont affichées en bas de votre écran. Merci beaucoup, Claude Giraud, d'être venu nous parler de votre ouvrage. Pour aller plus en détail, si vous voulez. Merci bien. Et puis, j'en profite pour dire que vous serez au Salon du Livre à Genève du 1er au 5 mai, là, dans quelques jours. Donc, comme ça, les gens peuvent venir vous poser leurs questions directement. À Palexpo. À Palexpo. Voilà. Ça dure 5 jours du 1er au 5 mai. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'accueille maintenant, si je retrouve ma petite fiche, la SPA de Savoie, Laura Gior, vous êtes bénévole et administratrice du refuge SPA de la Savoie, et Mathieu Benoli. Si j'écorche pas votre nom, bénévole, sortie éducation canine, et vous êtes accompagné de Lola et de l'Insepti et de Timon. Voilà. Alors ça, c'est une famille, parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Hein, ils sont 5. Des petits chiots, ils sont 5. Ils sont arrivés il y a quelques jours avec une histoire pas forcément évidente. Je vous laisse peut-être expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, Lola et ses chiots, et ainsi que d'autres chiens et des chats, viennent d'une enquête, d'une enquête maltraitance qu'on a menée en collaboration avec les forces de l'ordre. Et en fait, on est intervenu chez cette personne le 5 février pour récupérer tous les animaux qu'elle avait chez elle, donc en tout 19 animaux, dans un petit appartement qui faisait à peu près 30 mètres carrés. Donc il y avait urgence. Il y avait urgence parce que cette dame, malheureusement, n'avait pas les moyens de subvenir à leurs besoins au niveau de la nourriture et des soins. Donc on est intervenu afin de leur promettre un avenir un peu plus gai que ce qui était prévu pour eux. Et alors, pour Lola et ses petits, aujourd'hui, comment ils vont ? Ils vont mieux, ils progressent. Alors, le problème avec ce genre de chien, c'est qu'ils souffrent de privation sensorielle à la base, c'est-à-dire que la personne les sortait peu. Oui. Donc, surtout pour les petits, dans la période critique où ils doivent voir un environnement différent, des gens, des chiens, des chats, le plus de monde possible, ils étaient plus ou moins cloîtrés chez eux. Donc, il y a tout à refaire, mais avec les mois de retard. Alors, par exemple, là, on les a pas amenés, mais il y en a 2 autres, quand on les promène dans l'herbe, elles ont l'impression de se piquer les pattes comme si elles marchaient sur du verre, parce qu'elles ont connu que le parquet de leur appartement, et ainsi de suite. Donc il faut leur refaire redécouvrir les joies des sorties. Voilà, la vie normale, quoi. Quel type de chien, quelle race c'est, et quel type de chien, quel type de caractère ? C'est des croisés, hein, c'est pas une race particulière. Après, niveau caractère, ils sont plutôt affectueux parce que en fait, ils n'ont pas été maltraités dans le sens où ils n'ont pas été battus. Ils ont été négligés. Voilà, on voit un petit peu toute la famille. Ouais. Ils ont été négligés et mal nourris, mais pas frappés. Donc, a priori, ils n'ont pas peur de l'homme, ils n'ont pas peur de la main humaine, etc. Donc ça, c'est déjà un plus parce que les chiens frappés, c'est autre chose. Par contre, ils ont souffert de certaines carences psychologiques et même nutritionnelles. Donc, il va falloir rattraper ça. Mais ils ont un beau potentiel. Ils sont joyeux, ils sont contents de découvrir la nature, les sorties, tout ça. Donc, je pense qu'ils vont rapidement être bien. Quel type de famille, de foyer il leur faudrait ? Il n'y a pas vraiment de restrictions particulières avec ces chiens. Des personnes présentes, je pense, parce qu'ils ont eu l'habitude d'être quasiment tout le temps avec leurs propriétaires. Et puis, étant donné qu'ils sont sociables avec les autres chiens et que je pense que la présence de leurs congénères les rassure, ce serait bien qu'il y ait d'autres animaux à la maison. Mais ça, ce n'est pas une exigence absolue. Mais après, à voir, mais je pense qu'ils pourraient convenir à une famille avec des enfants. Il faut toujours faire l'essai pour être sûr, mais ce n'est pas des chiens particulièrement difficiles, en tout cas.
Ils doivent rester ensemble parce que là, quel âge il a le petit? On a une idée à peu près Il y a presque 4 mois. ouais. Donc 4 mois, c'est pas normal parce qu'il a la taille d'un chiot de 2 mois. Oui, il est tout petit. Donc il devrait petit, être beaucoup plus gros. Mais il va rattraper son retard de croissance. Après, rester ensemble, pas forcément. Mais c'est vrai que je pense qu'ils pourront. Ça va être compliqué de les placer seuls avec une personne absente. Il faudra soit qu'il y ait d'autres animaux ou soit qu'il y ait les humains en permanence. Ils ont été habitués à tellement être toujours avec cloîtrés en groupe que je pense qu'il va falloir reproduire ça. Je suppose que quand il y a une enquête comme ça avec une famille récupérée, ça fait pas mal de boulot et d'énergie pour la SPA de Savoie. Est-ce que vous avez des besoins particuliers en ce moment du côté de Chambéry? Des besoins, on a toujours besoin de dons financiers, mais ça ne concerne pas forcément que ces chiens-là, ça concerne tous nos pensionnaires qui peuvent être là depuis très longtemps. Parfois, malheureusement, on a des gros frais à engager au niveau vétérinaire, donc c'est vrai que les dons financiers nous aident beaucoup. Là, ça a été le cas, par exemple? Non, pas vraiment. Pour eux, pour l'instant, on les a fait voir un vétérinaire qui a fait un examen, donc c'est des frais, on va dire, classiques. Mais pour ces chiens-là, je ne pense pas qu'il y ait de frais particuliers à engager au niveau vétérinaire, en tout cas. Ils vont plutôt bien. Ils vont bien, même s'ils sont un peu rachitiques, mais là, ils progressent, ils ont déjà bien repris, donc c'est en très bonne voie. Et donc on va mettre évidemment les coordonnées de la SPA de Savoie. Donc on invite évidemment les familles qui hésiteraient à les rencontrer pour déjà faire le premier pas. Bien sûr. Et merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Les coordonnées, je n'en doute pas, ont dû apparaître sur l'écran. Donc voilà, Lola et Timon. Voilà. Et puis il y a 3 frères et sœurs. Il y a des chiots qui sont déjà partis. Il reste encore 2 sœurs à elle et puis 2 mâles aussi. Oui, des adultes. Ouais, adultes. Et voilà, donc rendez-vous à la SPA de Savoie. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. On passe à un petit rappel des titres avec toi, Seb. Bon, Camille n'a pas encore adopté de chien en régie. Ça ne saurait tarder. Et on va commencer en parlant du Challenge des moniteurs. 69e édition, Challenge des moniteurs, l'occasion de faire la fête, de se retrouver entre pulls rouges et aussi surtout de s'affronter pour porter haut les couleurs de sa station. Et puis, il va falloir m'aider pour le sujet deuxième. Du côté avec l'orchestre Tétralire, un très beau reportage signé Victoria Lopez sur cette rencontre avec cet orchestre composé uniquement de personnes en situation de handicap mental. Ça se passe du côté de Bassin, en Savoie. Tout de suite, Seb, restez avec nous. Juste après cette petite page de pub, c'est le JT.